Alors nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi lors du CA du Front syndical de classe notre camarade Annie Lacroix-Rize. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, une rapide présentation. C'est une grande historienne, spécialiste des questions du syndicalisme, de l'impérialisme et du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc c'est lui pour intervenir sur les questions du syndicalisme ouvrier et de l'impérialisme. Il faut savoir que dès la constitution de la section française de l'Internationale ouvrière, de la SFIO, ancien nom du Parti socialiste, à peu près la quasi-totalité de l'appareil de direction CGT, anarcho-syndicaliste d'origine ou pas, a adhéré à la SFIO. Il faut le savoir d'ailleurs, parce que même Jouot, qui était le jeune anarchiste qu'on avait collé là en 1909 à la tête de la CGT, un peu comme Thiers avait pensé que Louis-Napoléon Bonaparte serait un crétin que l'on mènerait, est devenu très vite un membre de la SFIO, et Jouot a toujours été encarté à la SFIO, y compris au moment les plus glorieux du thème polémique de l'indépendance syndicale. Donc c'est une question de fait qui ne s'est jamais posée, mais la question de fait qui s'est posée, je dirais à partir de la même époque, puisqu'on sait que la CGT est née en 1895, la CGT est donc née à l'époque où commençait à se déployer la phase impérialiste du capitalisme. Elle se déploie entre 1880 et 1913, juste avant que Lénine ne l'analyse dans sa fameuse et excellente petite brochure « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Et donc, c'est là que commence à se poser clairement la question de la prégnance réformiste sur le syndicalisme, et je le dis parce que le débat a été en particulier initié par les réflexions d'Engels et réflexions critiques sur son remarquable livre écrit à l'âge de 25 ans, un peu optimiste mais remarquable quand même, la situation de la classe laborieuse en Angleterre, qui est encore à l'époque contemporaine considérée comme la meilleure analyse de la classe ouvrière britannique au XIXe siècle, et que c'est intéressant dans cette période caractérisée par une crise systémique et où on se pose la question de savoir si l'impérialisme, enfin si le capitalisme en a encore historiquement pour longtemps. En 1845, le jeune homme pense que la crise de 1846, du début des années 1840 est tellement profonde que dans les années à venir, tout va s'effondrer et que le capitalisme est quasi mort. Et comme dans les années 1890, il n'est toujours pas mort, il réfléchit, ou 80, et à partir de 1885, il fait une analyse critique justement sur cette situation qui aboutit, je demande aux camarades d'avoir la curiosité de se reporter à aux éditions sociales de 1960, ce grand livre qu'est la situation de la classe laborieuse en Angleterre, parce qu'il faut y lire l'extraordinaire préface de 1892 à l'édition allemande, dans laquelle Engels amorce une étude qui sera au cœur d'ailleurs de la théorie léniniste de l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire montre comment ce parti travailliste, ces anciens chartistes qui croyaient porteurs de révolution et animateurs d'une révolution qui balayerait le capitalisme, eh bien comment ces gens se sont transformés en porteurs de serviettes pour un capitalisme, pour on ne dit pas encore impérialisme, mais pour un capitalisme qui apporte des miettes, notamment grâce à l'exploitation du reste du monde, puisqu'on est déjà dans la période où se dessine le rapport de force entre ce qu'on appelle le centre impérialiste, et la périphérie, c'est-à-dire l'ensemble non seulement des classes exploitées, mais du monde largement exploité par le colonialisme. Et il faut savoir que cette formule que reprend Lénine dans l'impérialisme au stade suprême du capitalisme, elle est déjà là dans les années 1890, où se pose en France la question de la participation ministérielle. Tous les débats que nous avons aujourd'hui sont des débats qui
sont tenus en particulier à partir de 1899 et de la question de la participation ministérielle des socialistes au gouvernement, qui font d'ailleurs intervenir Rosa Luxembourg pour dire que l'entrée dans un gouvernement capitaliste n'a jamais rien apporté aux travailleurs, mais qu'elle a sérieusement abîmé ceux qui s'y essayaient. 1899, ce débat, c'est vous dire que nous sommes au cœur des questions strictement contemporaines. Et c'est là que s'élabore cette idée reprise par Lénine qu'il y a, à la faveur du déploiement de l'impérialisme et des miettes qu'il peut dispenser à une fraction privilégiée des dirigeants de la classe ouvrière, une mise en place d'une aristocratie ouvrière, le terme est employé déjà chez Engels, opportuniste, dans le langage de Lénine toujours fleuri et très significatif, manié et corrompu à loisir par les classes dirigeantes, les délégués du capital financier, qui finalement trouvent que le capitalisme, c'est pas si mal que ça. Et qu'on est au cœur de choses très modernes. Hein. Et on est au tournant du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Autrement dit, se posent là des questions qui se sont posées pendant toute l'histoire du mouvement ouvrier français, d'un mouvement ouvrier français sur lequel je vais me centrer, mais bien entendu, on pourrait faire la même analyse pour l'ensemble des mouvements syndicaux avec cette caractéristique de la France qui est que le courant révolutionnaire y a toujours été plus important que dans les pays du centre qui sont autour de nous et où pratiquement l'aristocratie ouvrière avait totalement la main sur le syndicalisme. Or, c'est une étude difficile en France parce que, je dirais, de plus en plus difficile, bien que des fonds se soient ouverts. D'abord, il faut signaler que tous les fonds patronaux sont fermés depuis des temps immémoriaux, enfin, sauf exception. Qu'on ne peut guère s'appuyer sur les archives policières, mais pour la période strictement contemporaine, c'est un petit peu délicat, comme on s'en doute. Et puis parce que la droitisation générale de la société, de la sphère intellectuelle, ont amené au fait que toute une série de questions qui étaient débattues, qui faisaient partie du débat public dans les périodes encore combatives, dans les périodes très marquées par les résistances ouvrières ou l'offensive ouvrière des années 30 et 40, eh bien, tout ça a disparu de telle sorte que toute une série de questions, et notamment la question syndicale et la question des scissions syndicales, tout ça c'est devenu tabou, alors que finalement c'était une question classique. Parler de la scission de la CGT dans les années 1950 et encore 1960, voire 1970, non seulement c'était licite, mais c'était courant. Aujourd'hui, qui en parle, personne. Alors, cette aristocratie, évidemment, et en plus, la CGT n'en parle même pas, elle en parle même de moins en moins, puisqu'on le sait, on essaiera de voir pourquoi. D'ailleurs, elle n'a pas échappé à une conjoncture particulièrement préoccupante qui s'est laissée percevoir au début des années 2000, je dirais en 2007, quand le scandale sur la fluidification sociale assurée par l'UIMM, ancienne Union des industries métallurgiques et minières, devenue, c'est tout un symbole que d'avoir conservé le sigle, alors que le comité des forges a disparu, mais avec le même sigle, c'est devenu l'Union des industries, des métiers de la métallurgie, mais finalement, bon, c'est à peu près toujours la même chose. Et sur ce petit rideau à peine levé, sur cette horreur, c'est-à-dire au minimum 600 millions de fonds consentis à la fluidification sociale, c'est-à-dire en gros à la corruption de l'aristocratie ouvrière, eh bien, tout ça s'est vite refermé, mais on a perçu quelque chose, et je veux dire d'ailleurs qu'on a perçu quelque chose de très surprenant, parce que pour qui connaît un petit peu l'histoire de la CGT et suit sa presse, il est certain que
le manque d'indignation vibrante de la CGT quand le scandale a été connu, par opposition à la période antérieure où quand on parlait de corruption, il y avait une sorte de cri du cœur de la CGT qui disait toujours qu'elle n'était pas dans le coup et que la corruption ne pouvait pas s'opposer en ce qui la concernait. Eh bien, on a constaté quelque chose de différent. Tout ça pour dire que je vais évoquer, comme on ne pourrait pas s'y attendre, non pas seulement, non pas surtout l'action patronale intérieure, mais quelque chose qui est au cœur des problèmes actuels, mais évidemment avec le cœur patronal national, il faut le savoir, qui est au cœur des questions actuelles, c'est-à-dire une CGT qui est marquée non seulement par le patronat vernaculaire, le patronat national, mais par des patronats ou par l'action de patronats étrangers. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, donc moi je vais parler de la CGT, je dirais confrontée aux impérialismes dominants, sachant que ces impérialismes dominants sont des impérialismes qui dominent l'impérialisme français depuis sa naissance pratiquement, et que grosso modo, comme l'impérialisme italien, l'impérialisme français a tendance quand même à se partager très largement depuis la fin du XIXe siècle entre son grand tuteur allemand et son grand tuteur américain. Et que évidemment ça a des conséquences sur le mouvement syndical, sachant que c'est enfoncer une porte ouverte, mais il faut quand même l'enfoncer. Si le mouvement patronal est un mouvement indépendant, je dirais par essence, le mouvement syndical ouvrier ne peut pas être un mouvement indépendant parce que la situation de salariat fait qu'on est dans la dépendance du capital et par conséquent cette dépendance, elle a des antennes partout, y compris évidemment sur l'organisation de la classe ouvrière, quels que soient les efforts faits. Quand il n'y a plus d'efforts faits, évidemment, la dépendance est bien plus grande. Autrement dit, avec l'aval, avec l'appel du patronat national, eh bien, ce poids international est devenu plus important, sachant que les grands moments du syndicalisme national, en France comme ailleurs, sont très liés aux phases des crises systémiques. Or, on dirait que des phases systémiques, des crises systémiques du capitalisme, on n'arrête pas d'en connaître, puisque ça n'a pas arrêté depuis 1873, que la première a débouché sur la Première Guerre mondiale, que la deuxième a débouché sur la deuxième, et que la conjoncture dans laquelle nous sommes rend évidemment les perspectives, je dirais, d'évolution internationale pacifique douteuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aristocratie ouvrière? On ne l'utilisera pas de manière polémique, hein, c'est quelque chose de factuel. C'est quelque chose de factuel que je vais encore rapporter d'ailleurs à l'évolution de notre anarcho-syndicaliste Jouot, puisque je vais commencer évidemment par une première période qui est l'histoire de la CGT de la fin du XIXe siècle, enfin de la Première Guerre mondiale, jusqu'à la phase manifestement américaine, hein, c'est-à-dire les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais rappeler que Jouot, à la tête sur le plan syndical de l'aristocratie ouvrière social-démocrate, se fait recruter, d'abord n'est pas frappé par le fameux carnet B, hein, qui devait aboutir à l'arrestation de tous les militants ouvriers et syndicaux, mais connaît même une extraordinaire promotion, non seulement parce qu'il contribue directement à assurer la participation disciplinée, sinon enthousiaste de la classe ouvrière à l'effort de guerre, mais parce qu'on le sollicite même d'aller remplir des tâches internationales. Je rappelle que Jouot a été utilisé par le patronat français pour aller convaincre les travailleurs italiens qu'il était de leur très grand intérêt de participer à la boucherie, sur laquelle quand même, vu que c'était en 1915,
les Italiens commençaient à avoir des informations des pots argent. Mais enfin, il a été efficace. Et alors, il faut bien voir que dans cette première période, eh bien, le carcan patronal français se renforce d'influences étrangères qui ont été caractérisées par les mêmes éléments qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, d'une part, une influence américaine, d'autre part, je le répète, hein, mon intervention ne considère pas que le patronat français n'existe pas. Elle se centre sur les influences étrangères. Alors d'abord, notons que les États-Unis jouent un rôle croissant, d'abord parce que cet impérialisme est le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale, comme dit très bien le général Doyen le 16 juillet 1941, quand il explique qu'il va falloir passer de la phase allemande à la phase américaine, parce que le grand vainqueur de la Première Guerre mondiale sera incontestablement le super vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'il faudra que le monde se plie à tous ces desiderata pendant longtemps. Et alors ça nous mène évidemment au rôle des États-Unis dans les lendemains de la Première Guerre mondiale, que René Mouriot, politologue qui a été, vous le savez, spécialiste de la CGT, que je dirais de la gauche raisonnable. Il a fait un ouvrage qui s'appelle La CGT, paru en 1982, dans lequel il présentait les choses, je dirais, en termes, moi, que je trouve un peu excessifs, enfin, inexacts. Il disait que le choix au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'était entre Lénine et Wilson. C'est inexact. C'était un choix contre Lénine, ce n'était pas un choix entre Lénine et Wilson. C'était un choix anticommuniste qui est extrêmement intéressant parce qu'il est étudié surtout ailleurs que chez nous. Chez nous, non, parce que c'est la grande question du manque d'études scientifiques sur le syndicalisme français. L'atmosphère académique est telle qu'il est impossible, sauf à être européiste, bélant, du genre de ceux qui lancent des proclamations permanentes ces temps-ci pour nous faire voter le 26 mai, il est quasiment impossible aujourd'hui, je dirais, de faire une thèse scientifique sur le mouvement ouvrier, hein, d'ailleurs ça ne se fait plus, on le sait tout ça en particulier à cause des recherches étrangères, y compris d'ailleurs de travaux qui n'ont jamais été traduits, ça c'est une habitude. Mais il faut savoir d'emblée que l'enthousiasme américain a caractérisé l'aristocratie ouvrière pendant une grande partie de l'entre-deux-guerres, et en particulier les années 1920, où les experts de la CGT réformiste, experts qui n'étaient d'ailleurs pas forcément d'origine salariée, qui étaient très souvent issus, à l'époque sinon de l'entreprise, du moins de la branche académique, ces gens exaltaient. Je pense par exemple à quelqu'un comme Hyacinthe Dubreuil, tout ça ne dit plus rien à personne, mais Hyacinthe Dubreuil fait toute une série d'ouvrages dans les années 20, dont un qui s'appelle Standard, qui montre son extase devant le système fordiste de la chaîne, le taylorisme, et qui explique que la prospérité est indéfinie, enfin ça dure jusqu'en 29, mais on a trouvé après un moyen de se recycler, n'est-ce pas? Et donc, ces experts, ces admiratifs, ils sont là dans les années 20, ils aiment beaucoup les États-Unis, comme le patronat français d'ailleurs affiche une grande passion pour les États-Unis, hein, qui sont les éléments majeurs de l'histoire, et notamment de l'histoire financière internationale de l'après-Première Guerre mondiale. Alors je le dis aussi parce que ça me permettra de noter d'emblée, j'en vais pas y revenir, que dans le dictionnaire Métron, que beaucoup connaissent, il y a sur les confédérés de la CGT, sur l'aristocratie ouvrière de la CGT, il y a un moment de grande discrétion. Souvent leur biographie a des trous de 1937-38 à 1945. Alors il se trouve que, je suis un peu curieux, c'est que j'ai de temps en temps travaillé sur ces trous. Ce sont des trous éclairants, y compris d'ailleurs celui de Hyacinthe Dubreuil. Bon, je vais quand même vous le dire tout de suite parce que j'anticipe un peu, mais alors celui-là, donc le fordiste, là, il publie en 1941 une chevalerie du travail dédiée à Pétain. Il a la Francisque,
et une francisque récent, enfin pas vieille, hein, une francisque de juillet 1941, la 254, demande acceptée, demande. Évidemment, il passera par le Secours national, il est synarque, voilà, je considère que c'est pratiquement connu, ou sous synarque, il est sur la liste des 364 de 1943, comme Dubreuil-Hyacinthe, ancien syndicaliste, ex-fonctionnaire du BIT. Effectivement, il ne peut plus être syndicaliste, vu que c'est les syndicalistes, les chefs syndicalistes de la CGT qui ont tué eux-mêmes la CGT. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est très très intéressant ça sur l'évolution de l'aristocratie ouvrière, et ça vous explique les trous de la biographie de 1937-1945. S'il n'y avait pas les trous, on pourrait réfléchir beaucoup mieux sur les ressemblance entre la conjoncture présente et la conjoncture de l'avant-deuxième guerre mondiale. Enfin bref, il y a une période d'impérialisme dominant américain où se nouent des liens extrêmement intenses avec la partie social-démocrate française. Il faut savoir que la passion de la SFIO pour les États-Unis, ça ne date pas de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Ça date de l'avant-deuxième guerre mondiale. Bloom adore Roosevelt, est en extase devant le New Deal, etc. Et les financements commencent à ce moment-là. Je renvoie aux archives américaines même publiées, et puis évidemment à une énorme production. Alors, autrement dit, on a dès ce moment-là une très grande attirance pour le grand exemple de la prospérité à jamais définitive du capitalisme américain. Et puis il y a la crise, comme vous le savez. Alors la crise, elle a un double effet, hein. Évidemment, d'abord, elle a un effet très fort en France, là encore, qui doit nous alerter par ses ressemblances avec la conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'on a eu une période dans les années 20, finalement, qui semblait ouverte pour certains, pour l'aristocratie ouvrière, à une prospérité sans égale et sans fin. Et puis la terrible crise des années 1930 remet les pendules à l'heure. Je vais citer un discours que j'aime beaucoup, que tout le monde devrait connaître, si la formation avait conservé la fonction qu'elle devrait avoir, tout le monde le connaîtrait. C'est le discours du 7e congrès de l'Internationale communiste du secrétaire général de la Ligue internationale, Georges Dimitrov, qui fait cette remarque, qui montre que les choses connaissent de grands ébranlements. La crise a ébranlé à fond même la situation des couches les plus assurées de la classe ouvrière, ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière, sur laquelle la social-démocratie s'appuie principalement. Et ces couches se mettent de plus en plus à réviser leurs anciennes opinions sur l'utilité de la politique de collaboration de classe avec la bourgeoisie. Nous voilà là encore au cœur des questions contemporaines, discours de clôture, donc d'un célèbre discours d'août 1935, intitulé « Pour l'unité de la classe ouvrière contre le fascisme ». Et je ne l'ai pas dit, mais évidemment, la CGT aristocrate est une CGT qui a tout verrouillé. On évoquait tout à l'heure les mouvements de grève, il faut le savoir, toujours, une grève, c'est ou trop tôt, ou trop tard. Enfin bref, je vous recommande vivement la lecture, y compris d'ailleurs d'ouvrages très social-démocrates. Il y en a un qui est très social-démocrate, mais finalement quand même fort honnête. C'est les ouvrages de Bernard Georges et de Denise Tinton sur Jouot, pourtant très admiratifs. Hein. Il y a 2 volumes, et c'est très intéressant parce que vous y voyez que Jouot lance toutes les grèves de l'après-Première Guerre mondiale, et encore, ils ne disent pas tout, avec le souci manifeste de faire échouer toutes les grèves, lesquelles sont trop précoces ou trop tardives. Et puis on va, vous savez, par exemple, dans les années 20, en 20, il faut faire un mouvement par vague, c'est-à-dire faire partir une organisation, attendre qu'elle soit, on aide, parce que la CGT a des accointances avec le patronat et l'État qui aide à ce que ça se passe bien vite et très vite. Donc, quand une première fédération est entrée dans le mouvement, ça échoue,
Et quand elle a échoué, eh ben on lance l'autre. Vous imaginez ce que ça donne, donc, jusqu'à la grève des cheminots, dont Madame Annie Kriegel, au temps où elle était marxiste, a fait une remarquable thèse secondaire, parce qu'autrefois il y a non seulement la thèse d'État, mais en plus la thèse secondaire, qui s'appelle La grève des cheminots de 1920, qui est un vrai bonheur. Si vous voulez voir comment se prépare une grève, comment se prépare l'assassinat d'une grève par la complicité objective, mais surtout subjective, entre les représentants de l'aristocratie ouvrière, le patronat, le grand patronat du rail, des compagnies et l'État, eh bien, vous regardez la grève de 1920 et vous comprenez d'ailleurs comment c'est un élément qui participe de la passivité ouvrière pendant des années. La passivité est même tellement grande et les conséquences de l'échec de cette grève de 1920 tellement profondes que les cheminots n'entreront pas en grève en 1936, c'est dire, et que, au terme de remarquables manœuvres, les dirigeants réformistes de la Fédération des cheminots ou les unitaires, parce qu'ils s'appelaient déjà les unitaires, où les unitaires étaient majoritaires en 1920, ont tellement verrouillé que ça leur a permis, même en 1936, de continuer à verrouiller, mais enfin ça s'est un peu gâté après. Tout cela pour dire qu'il faut la grève de 1900, il faut la crise de 1930 pour que les choses commencent à se déverrouiller. Et d'ailleurs, il est tout à fait intéressant de noter que les cheminots, qui n'entrent pas en grève en 1936, constituent la fédération, ce qui confirme le rapport de force de 1920 à 1921, constitue la fédération qui a réalisé l'unité de la CGT le plus tôt, puisque les comités d'unité, ils sont pratiquement réalisés en 1935, et que les cheminots, ils se réunifient même avant le congrès de Toulouse. Tout ceci pour dire que, comme la crise déverrouille, on évoquait tout à l'heure la manière dont les choses se mettent à bouger. En 1934, c'est pas évident que les choses vont bouger. En 1933, les manifestations de la faim, c'est quand même un échec. On part du Nord, on arrive à Paris, dans la situation de répression qui nous est familière aujourd'hui, et rien ne se passe. Et en 1934, vous savez qu'il commence à se passer des choses, il faut le dire. L'unité de 1936 a été une unité contrainte. Alors, les mouvements démarrent en 1935 et en 1936, certes sur une base spontanée, mais sur une base spontanée, il y a une fraction du mouvement qui est prête à les accueillir et une fraction du mouvement qu'elle effraie. L'aristocratie ouvrière est effrayée, et d'ailleurs Georges Étintant, dans le deuxième volume sur Jouot, l'explique très bien. Ici, deux militants, et ils disent que le militant unitaire en 1936 s'en va dans toutes les usines, discuter partout, organiser les grèves, etc., et que le militant confédéré, lui, reste dans les locaux de la CGT et discute avec les patrons. Enfin, il n'y a pas grand-chose à discuter pour l'heure, puisque, comme on le sait, en 1936, le mouvement est tellement massif que, je vous recommande d'ailleurs, la Chambre de commerce de Paris, qui réunit en juin une assemblée générale, vous donne un état de ce que c'est qu'un mouvement de masse, qui permet de comprendre que rien ne bouge jamais qu'avec ça, avec par exemple Bourges qui est complètement inondé de monde, voilà, ce qui explique, je sors un peu de l'international, que ce sont les patrons qui, début juin 1936, viennent supplier le brave Léon Blum de les sauver de ce mouvement de masse. Alors c'est très important, parce que il faut comprendre à quel point ce mouvement de masse est quelque chose de décisif, parce que grosso modo, il a fait peur au patronat 15 jours. Bon, dans les 15 jours, ils avaient à peu près tout récupéré. Pas tout quand même, mais quand même beaucoup. Et avec l'aide objective et subjective
de cette fraction-là dont j'ai parlé. J'ai dit que je ne parlerai pas du patronat intérieur, j'en parle quand même, parce que, évidemment, cette fraction de l'aristocratie ouvrière, pour parler clair, Jouhaud et toute sa structure dirigeante, au premier rang de laquelle se trouve René Belin, son lieutenant, qui doit lui succéder à sa retraite, eh bien, ces gens négocient avec le patronat, avec Blum, etc., pour casser le mouvement. Donc ils sauvent, c'est vrai, ils sauvent. Et il faut le dire parce que, vous voyez, ce tabou des dernières décennies nous a empêchés de discuter de l'intérieur du syndicalisme. Hein? C'est à ça que servait aussi l'histoire, je dirais, scientifique et progressiste, et qui n'est plus possible, et qu'il faut faire redevenir possible, parce qu'on ne peut faire toucher du doigt aux militants et à tous les militants qu'il faut former et qui ont été laissés en déshérence. Hein, la génération de mes enfants, nos enfants, est une génération qui a été laissée complètement en déshérence, qui ne sait rien sur l'histoire sociale et politique de son pays. Et il faut la faire connaître, parce que, évidemment, toutes les crises se ressemblent, toutes les réactions des héritiers du patronat des années 1930 sont les mêmes que celles, évidemment, de leurs grands-parents. Et tout ceci pour dire à quel point l'aristocratie ouvrière a été un élément majeur des défaites ouvrières. Je ne dis pas ça du tout, évidemment, pour minorer la part d'un patronat tout à fait remarquable. Je ne me rappelle plus quel imbécile a dit que la droite française est la droite la plus bête du monde, alors que le patronat a une droite forte, intelligente ici comme ailleurs. Tout ceci pour dire que dans la crise, d'abord, évidemment, l'aristocratie ouvrière à la tête de la CGT ne pense qu'à une chose, c'est de maintenir une place qui est très fortement compromise par la poussée des masses. C'est une grosse différence d'ailleurs avec notre situation actuelle. Il y a un mouvement ouvrier faible, mais résolu, c'est-à-dire, pour parler clair, hein, d'une part, le Parti communiste français, la section française de l'Internationale communiste, devenue Parti communiste, d'une part, et d'autre part, ce qu'on appelle les unitaires, c'est-à-dire la Confédération générale du travail unitaire, qui a été définitivement constituée en 1923, pas par volonté scissionniste d'ailleurs, tout simplement parce que en 1920-21, les majoritaires ont exclu les comités unitaires qui tendaient à assurer la majorité réelle, parce qu'en 2021 a été assurée de fait, Georges et Pinton le reconnaissent, hein, une majorité aux combatifs. Et il faut le savoir, ce qui m'amène à évoquer une autre dimension étrangère, que je n'ai pas évoquée jusqu'ici. La scission a été réussie, non seulement grâce à l'aide du patronat national et de l'État, ce qui est bien logique et bien normal, mais grâce à l'intervention étrangère de la Fédération syndicale internationale, qui existait avant la guerre de 14, qui avait été très démonétisée par la guerre de 1914, dans laquelle elle s'était engouffrée, évidemment, comme symbole de la civilisation occidentale. Mais ces gens étaient revenus en place, on avait besoin d'eux, on les avait casés, et vous allez voir comme nous sommes près d'aujourd'hui, au Bureau international du travail, fondé en 1919, et où on trouve comme représentant ouvrier, vous ne serez pas surpris, Jouhaud d'emblée, plus une série d'autres. D'ailleurs, Hyacinthe Dubreuil y a été nommé, il y a siégé de 1930 à 1938 avant de verser vers d'autres activités. Et donc, la Fédération syndicale internationale a délégué son argent, a délégué ses moyens au service de Jouhaud, et ça, on ne sait pas, parce que ce n'est pas traité par l'historiographie française, mais c'est traité par la thèse d'un Américain qui s'appelle Martin Fine, et qui a montré que c'était les petits camarades de la FSI qui avaient donné à Jouhaud les moyens supplémentaires que ne lui donnait pas déjà, enfin, que lui donnait, mais qui pouvaient n'être pas suffisants
d'autres forces pas spécifiquement ouvrières. Donc, il faut bien comprendre, alors, je le rappelle, hein, la scission de 1921 n'est pas une scission, dont les unitaires ne prendront acte d'ailleurs qu'en 1923, parce qu'ils ont quand même attendu 2 ans pour se reconstituer. D'ailleurs, les consignes de l'Internationale communiste, c'était d'éviter toute scission. C'est dire d'ailleurs, hein, quand on évoque le caractère dogmatique des communistes, etc. Pas du tout, ils ne voulaient pas de scission. Hein. Et il faut attendre 1923, parce que qu'est-ce que vous faites quand vous êtes comme l'oiseau sur la branche, séparé de tout, sans organisation, il faut bien en faire une. Hein. Donc on l'a fait, et cette organisation, en 1923, cette organisation faible, elle repose quand même sur des militants qui sont des militants très très solides et qui, entre 1934 et 1936, et surtout en 1936, déploient toute leur capacité d'intervention. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé entre 1934 et 1936, qui était imprévisible, et qui fait que, en 1937, en fait, les unitaires sont en passe de prendre la majorité dans la CGT. J'ai expliqué dans divers travaux comment on s'était arrangé pour que ce ne fût pas possible. Ayons-le bien en tête, le verrouillage des institutions syndicales est une très bonne arme, très efficace pendant un certain temps pour empêcher la prise en compte du rapport de force sur le terrain. Donc c'est pas la première fois que nous connaissons le phénomène. Et c'est dans ce cadre des années 30 où se manifeste à la fois une nouvelle combativité, les difficultés inhérentes aux crises, c'est-à-dire les difficultés inhérentes aux crises, évidemment, qui ne sont pas un facteur de très grande combativité. Une réaction étatique et patronale épouvantable, je renvoie d'ailleurs à une communication que j'ai faite sur Léon Blum, et c'est vrai qu'il ne correspond pas au film que vous avez vu, à plusieurs reprises sur FR3, qui explique que c'est grâce à Léon Blum que cette pauvre classe ouvrière miséreuse a pu connaître quelques moments sympathiques en 1936. Comparer le reportage avec ce que j'écris sur la base des archives patronales, vous verrez, c'est un peu différent. Et donc, dans ce cadre, et je dirais que l'aristocratie ouvrière suit ce qu'elle a toujours suivi, c'est-à-dire son patronat. Et vous savez, ce patronat qui adorait les États-Unis, bien que les conditions de son implantation en Europe fussent dures, se met à adorer le grand impérialisme allemand. L'impérialisme américain est très dur dans les crises, il n'est que de voir ce qui se passe par les temps qui courent. Et donc, le patronat français, non seulement s'arrangeant avec les Allemands, mais débordant de passion pour l'Allemagne, ma foi, entraîne, je dirais, les réformistes sur ce terrain. C'est aussi une donnée très importante de la situation de ce qu'on a appelé non seulement Munich, mais le Munich intérieur. Hein, on a longtemps reproché au communisme d'avoir inventé cette expression, vous voyez, ils auraient toujours mauvais esprit, mais Munich intérieur, c'est le patronat et l'État qui ont utilisé l'expression, en particulier quand Ribbentrop est venu expliquer que c'était bien joli de faire Munich et de laisser la Tchécoslovaquie mourir comme un chien, mais qu'il fallait en faire autant sur le plan intérieur. Il faut dire qu'il n'était pas nécessaire de donner tellement d'instructions supplémentaires, étant donné que depuis 1933, nos dirigeants républicains expliquaient, non pas orbi et torbi, mais en douce, aux dirigeants allemands que bientôt une solution autoritaire, et même très autoritaire, serait appliquée en France. Enfin, tout ça pour vous dire que la fascisation de la démocratie, comme appelait
ça, François Poncet, devant un diplomate italien en novembre 1938, à la veille de regagner l'Italie, alors qu'il avait occupé le poste en Allemagne, j'ai oublié de vous dire, comme délégué du comité des forges, parce que c'était un homme du comité des forges, très brillant sur le plan intellectuel, mais acheté par le comité des forges, et comment il expliquait à ce diplomate, après avoir œuvré beaucoup à la Tchécoslovaquie et s'être beaucoup occupé avec les Allemands à casser du sucre sur le dos des combatifs en France, voilà comment il parlait de l'évolution nécessaire de la démocratie française. Nous sommes en train, disait-il, de procéder à la fascisation de la démocratie, ce que ces gens ont fait très bien. Alors, je renvoie à mon ouvrage de Munich à Vichy qui montre comment ces gens ont fait, mais il faut le voir comment ils ont fait. Parce que, là encore, sujet tabou, on peut bien quand même un peu parler des Allemands, encore on ne peut plus, parce que parler des Allemands dans les périodes où ils ne se sont pas montrés ouvertement charmants, ça ne se fait plus non plus aujourd'hui, c'est pas européen. Ça vous explique d'ailleurs que tout ce pan de l'histoire est aussi, soit aussi passé sous le tapis. Il y a tant de choses sont passées sous le tapis que ça va bientôt ressembler à un Himalaya. Et donc, voilà comment, bien entendu, ces confédérés se mettent à l'image de leur patronat, d'un patronat qui les gave, hein. Parce que quand même, il faut le rappeler, ça. Il faut rappeler que ces gens sont achetés par le patronat. Bon, moi, je veux bien utiliser, je le fais à l'écrit, d'ailleurs, des termes un peu plus, vous voyez, un peu plus choisis, mais enfin, ils sont tous achetés. Hein. C'est-à-dire que Campelin, postier d'origine postier gauchiste d'origine, allait déblatérer, faire des conférences chez les patrons qui faisaient semblant de trouver remarquable, admirable, c'était des synarques, vous savez, ces synarques qui n'existent pas. Après, dans leur tablette, ils écrivaient que ce petit postier de rien du tout, bon, il fallait bien le flatter quand même, hein. Il avait d'ailleurs pour tuteur le directeur général de la banque Vance. Dites-moi, des petits postiers de rien du tout qui se paient des traitants pareils quand même, et ils en ont eu tous un attaché à leur basque. Hein. Lui, c'est à partir de 33-34. Lisez ses mémoires, il le dit presque. Hein. Alors, les archives, je vous dis pas ce qu'elles disent. Hein. Et donc, voilà, comment on peut là, plus toute la clique, parce que Dubreuil aussi, là, il est tous achetés. Oh, c'est tellement plus sympathique de vivre bien, de vivre mieux, plutôt que de prendre des coups et de n'avoir à la fois que des orions et des carrières bloquées. Mais enfin, quelqu'un d'intelligent comme vous, voyez, mais c'est comme ça que se fait la corruption, mais il faut le savoir. Vous savez, moi, il y a 20 ans, parce que j'ai des enfants maintenant qui soit approchent, soit ont dépassé la quarantaine, quand je racontais à mes enfants, il y avait un bouquin passionnant qui était l'interview, une série d'interviews de Claude Villard, qui est récemment un grand historien du mouvement ouvrier, récemment décédé, qui m'a fait l'honneur d'être membre de mon jury de thèse. Claude interviewait Blondeau, enfin un dirigeant de la métallurgie, du moment où la métallurgie était le fief des unitaires, hein, entre parenthèses, passé de 30 000 adhérents, la CGT, à 1 million en 1937, hein, 30 000 en 1936, à 1 million en 1937. Donc, quand il l'interrogeait, Blondeau disait, mais nous, dans les négociations de 1936, nous avions une règle absolue. Nous ne devisions pas avec le patron, nous ne montions pas dans sa voiture, nous ne déjeunions ni ne dînions avec lui. Nous n'avions avec les patrons que les rapports qui étaient rendus indispensables par les conquêtes que nous avions obtenues, c'est-à-dire les négociations collectives, et nous n'avions, en dehors du regard de nos camarades syndiqués, aucun rapport avec le patronat. Et je me rappelle, j'en ai discuté avec les enfants qui m'avaient dit, donc il y avait 20 ans de moins, et qui m'avaient dit, oh, c'est exagéré quand même.
Alors je leur avais dit, c'est exagéré, mais rappelez-vous, je dis rappelez-vous, il faut l'avoir lu dans la presse CGT de l'après-guerre, comment par exemple Frachon mettait en garde contre les périls des comités d'entreprise, en rappelant après la guerre que les grandes conquêtes que ces comités d'entreprise, les comités d'entreprise présidés par le patron et contrôlés par le patron, et qui étaient des organismes qui pouvaient se transformer en organismes de corruption. C'est pas dans les années 70, c'est pas dans les années 90, c'est dans Servir la France, l'hebdomadaire de l'après-guerre de 1945 aux années suivantes, que Frachon mettait en garde contre cette corruption. Vous savez, on n'a pas besoin de dire aux gens, je vais vous donner tout de suite tant par mois. Il suffit de rendre service, de commencer à rendre service. Ah, vous avez un ennui avec votre enfant à l'école, je peux faire quelque chose pour vous? J'en connais, alors je le dis, là, je ne dis pas non, je ne dis pas non parce que ce sont des noms connus et qui bénéficient d'une retraite très supérieure à ce que leur aurait, ce à quoi leur aurait donné droit leur carrière normale. Bien, alors c'est dans ce cadre que le patronat devenant allemand au possible, eh bien les confédérés le deviennent. Alors c'est vrai, Jouot n'est pas nazi, c'est à peu près le seul. Hein? Lui, il aime mieux les Américains, enfin, ceci étant, Jouot, il n'a qu'une obsession, c'est de garder son poste. Hein. C'est d'ailleurs la première fois, c'est vrai de la première fois, c'est vrai de la deuxième fois, c'est encore vrai de la troisième fois. La deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ceux qui capituleront ouvertement, ou un peu moins ouvertement, mais presque aussi ouvertement, parce que jusqu'en 1941, quand même, Jouot va très loin dans l'appui à Vichy. Hein. On vous explique qu'il est résistant. Ben, regardez donc les déclarations de 40-41. Hein. Dans les archives, il n'est pas très résistant. Hein. Par contre, alors ses petits camarades, Belin et toute la clique Belin, qui a fondé syndicat avec la caisse noire de la CGT et l'autorisation de Jouot avant le congrès de Toulouse, pendant le congrès de Toulouse de mars 1936. Vous voyez, hein, c'est pas après que ça a commencé. Et d'ailleurs, Belin va se balader au lendemain du congrès de Toulouse, en Belgique et ailleurs, en disant on va les virer de la CGT. Hein. C'est en mars-avril 1936. Bien. Donc Belin et consorts, dont Debreuil, dont j'ai parlé, dont Bautreau, tiens, dont Bautreau, vous savez, Bautreau, le futur président de la CGT Force ouvrière. Tous ces gens, donc, alors eux, c'est bien simple, ils sont comme Jouot, mais encore plus indécents ou obscènes. Alors eux, ils passent accord avec le patronat. Hein, pour supprimer les élections syndicales, c'est plus sympa, quand on n'a pas la majorité, c'est encore mieux. Hein, c'est-à-dire qu'ils passent ce qu'on appelle l'accord du Majestic. L'accord du Majestic, vous vous dites, oui, c'est les accords du Majestic pendant la guerre, pas du tout. C'est au Majestic, mais c'est en 1939, accord par lequel le patronat, notamment le patronat de la métallurgie, dit que, vous pensez, comme ça en plus, ça a l'air d'initiative syndicale, c'est encore plus sympa, il va supprimer les élections syndicales. Bah, si on supprime les élections syndicales, qui est-ce qui restera à la tête des syndicats ou qui est-ce qui reviendra à la tête des syndicats? Les confédérés. Tout ceci, évidemment, à partir de 1938, parce que ça c'est 1939, mais vous savez bien ce qui se passe. À partir de 1938, le bon Daladier, le grand républicain, il paraît patriote, qui aurait mis les communistes en prison simplement parce qu'il les trouvait un peu traîtres. Ben, vous musez, vous allez voir que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le bon Daladier, donc, ayant fait faisant la politique qu'on sait, caractérisée par le discours de Reynaud le 14 novembre en plein congrès de la CGT, je vais supprimer la semaine des 2 dimanches. Le bon Daladier, donc, participe, je dirais directement, presque au congrès de Nantes de novembre 1938. Ce congrès de Nantes, qui montre à quel point le Munich intérieur a contaminé et, on peut le dire, vérolé la CGT, où les confédérés conservent le tout parce qu'ils se sont arrangés en 1936 pour verrouiller tout l'appareil, vous voyez.
le verrouillage suffisant d'ailleurs à annuler le rapport des forces réelles, eh bien, lisez donc, parce que c'est en ligne, lisez-le, le Congrès de Nantes. Hein. Par exemple, tel camarade unitaire qualifie René Belin et ses petits amis de traître à la classe ouvrière vivant sur le paillasson du ministre de l'Adier. Oh, vous direz comment. Oh, ben ce sont des remarques un petit peu agressives et excessives. Pas du tout. Parce que si vous lisez les mémoires de 1941, et je vous laisse les archives policières même entre les deux, si vous lisez les mémoires de Monzy en 1941, de Monzy raconte comment ce sont les éléments patronaux et étatiques qui ont rédigé les textes des confédérés demandant qu'on lâche la Tchécoslovaquie. Et c'est comme ça d'ailleurs. Alors je vous recommande aussi autre chose qui est très intéressant dans la période actuelle où la fascisation de la démocratie emprunte les mêmes formes qu'en 1938 et surtout 1939-1940. Je vous incite vivement à lire ou relire L'étrange défaite de Marc Bloch. Je dirais ce grand notable, grand républicain, mais grand notable. Hein, vous voyez, voilà, même juif quand même, il a pu un certain temps bénéficier de mesures favorables, le pauvre. Hein, ça n'a pas suffi, puisque on le sait, il a été ensuite tué par l'appareil vichiste. Mais Marc Bloch était un honnête homme, un bon historien, et lisez donc ce paragraphe pour lequel il faut avoir la traduction dans L'étrange défaite, où il décrit les confédérés alignés sur les patrons, sur les grands patrons, c'est-à-dire ayant tout fait pour liquider la Tchécoslovaquie. Et où il dit ce qu'avoue de Monzy, c'est-à-dire c'est nous qui leur avons rédigé leur texte, c'est nous les patrons, c'est nous les représentants des patrons qui leur avons tenu la main. Il le dit, et alors c'est très surprenant parce qu'il ne cite pas un nom. Si vous voulez comprendre, vous lisez, et d'ailleurs dans un petit bouquin que je vais vous faire circuler, je vais demander à Belga si c'est possible, peut-être de le rééditer, parce que la Fédération de l'agriculture l'a promu et puis l'a bouclé ensuite, hein, puisqu'il est le bouquin s'appelle Scission syndicale, réformisme et impérialisme dominant 1939-1949, et j'y analyse dans une des communications, j'y analyse ce qu'a fait Marc Bloch en donnant les noms de chacun des personnages mystérieux qu'il critique, puisque Marc Bloch finit par dire mais tout de même, c'est une alliance qui est une alliance parfaitement contradictoire avec les intérêts de classe des syndicalistes. Je trouve que de la part de ce notable, c'était quand même montré beaucoup de lucidité et de franchise, et donc ne peut que vous inciter à relire ce Marc Bloch. Mes collègues font semblant de l'adorer, mais je pense qu'ils ne l'ont pas lu, parce que c'est pas possible de pratiquer les méthodes qu'ils pratiquent en se réclamant du Marc Bloch de 1940-1944. Même d'ailleurs du Marc Bloch médiéviste antérieur, qui avait tant de respect pour la chronologie. Eh bien, donc, je vais très vite, pas assez vite, mais tout de même pour vous rappeler que c'est un pressenti secrétaire général de la CGT, puisqu'il devait succéder au brave jour, René Belin, qu'on nomme dans le cabinet Laval du 13 juillet 1940, ministre du Travail et de la Production industrielle. Au diabète, toujours d'un langage fort franc, tout simplement pour faire croire que le régime est favorable à la classe ouvrière, qui avait quand même que l'illusion n'a pas duré longtemps. Et donc, le dit Belin, qui n'était que le porte-plume, même pas,
de son tuteur et banquier Jacques Barnaud, qui était son directeur de cabinet, mais ça c'était fréquent, vous savez, les sous-synarques, ils étaient tous sous-synarques, les sous-synarques de la tendance Belin, de la CGT confédérée, de la tendance syndicale, avec un S, ces sous-synarques avaient tous des tuteurs, tous. Et quand ils étaient ministres, c'était leur chef de cabinet ou leur second, en titre ou pas en titre, qui était le vrai ministre. Et qui est-ce qui a signé officiellement? C'est Belin. Qui est-ce qui a signé le décret d'abrogation de la CGT le 10 novembre 1940? Je vous le donne en mille. C'est le ministre du Travail en titre et de la production industrielle, René Belin. Nous avons eu un quasi-secrétaire général de la CGT qui a tué la CGT. Oh, qui le sait aujourd'hui? Personne, et c'est pas avec le métro forcément que vous le saurez, parce que je crois que ça ne figure même pas. Bien, toute la clique, alors vous direz, parce que c'est très intéressant, Bloch dit à un moment, parce que Bloch, il a de bons sentiments, et il dit à un moment du choix de l'étrange défaite, il dit à un moment, qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant? Vous savez que ça date de l'automne 1940, la rédaction du livre. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant, ces gens qui ont trahi les intérêts de la France, maintenant que la France est occupée? Mais ils en pensent très bien, ça va très bien pour eux, parce qu'ils ont tous été casés à la gamelle. Il n'y avait plus de syndicats, mais il y avait encore des syndicalistes. Et, enfin, des syndicalistes compréhensifs. Et alors, ils étaient tous, je vous ai cité Hyacinthe Dubreuil, ben, ils étaient tous pareils, ils étaient au Secours National, il y était aussi d'ailleurs, et puis dans des gamelles diverses. C'est le cas de Belin d'ailleurs, qui a été ministre en 1942, et puis quand il a pu être ministre, ils l'ont casé dans un truc d'association familiale, je sais pas quoi, vous voyez, pré-sécurité sociale, puisqu'il paraît que c'est Vichy qui nous a créé la sécurité sociale, ça s'est dit ces dernières décennies, voilà, et tout le monde était bien gavé. Inutile de vous dire que la reconversion américaine a été immédiate, patronale et américaine a été immédiate pour tous, enfin, ceux qui avaient survécu, non pas qu'ils eussent été victimes de l'épuration, aucun n'a été épuré, mais il y en a un par exemple, il est mort dans un bombardement à Lyon, dans un bombardement américain. Et alors les confédérés n'avaient rien trouvé de plus astucieux à dire que c'était nos victimes de la guerre. Alors là, quand même, malgré la réunification de la CGT, vous avez dit, il y avait des explications après-guerre. Il y a les camarades militaires, d'ailleurs désormais majoritaires, qui leur ont dit que non, quand même, Francis Million, qui avait été un traître avéré, il fallait quand même pas nous expliquer qu'il avait été une victime de l'occupation. Vous voyez, lui aussi un trou dans sa biographie, donc lui était mort. Donc lui, il n'a pas pu faire sa conversion, mais tous l'ont faite. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs à mes travaux sur l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui est bien d'ailleurs quand on travaille sur plusieurs décennies, on les retrouve toujours tous. Alors, bien sûr, ils étaient comme leurs patrons. C'est-à-dire que depuis 1942-43 particulièrement, ils étaient fort sensibles à l'appel de la Pax Americana, appel de la Pax Americana rendu d'autant plus séduisant que depuis Berne, où il avait été envoyé par son chef Roosevelt à la tête de la représentation des services secrets américains qui s'appelait à l'époque l'OSS, l'Office of Strategic Services, ancêtre de la CIA. Alan Dulles, le petit frère de Foster Dulles et futur chef de la CIA, on les retrouve tous, je vous dis. Alan Dulles, donc, à Berne, gavait, et quand je dis gavait, 25 millions par mois, gavait la résistance anticommuniste. Alors, il aimait mieux celle de droite, mais il aimait bien aussi celle de gauche. Et donc, la SFIO faisait partie des bénéficiaires
de ce que j'appelle un peu vulgairement la gamelle. Sachons-le, parce que c'est une donnée importante. Il faut aussi savoir que les fonds de la charte sont allés prioritairement avec nos bons, d'abord avec Vichy même, et puis après la succession de Vichy même, c'est-à-dire sous l'État gaulliste, améliorer l'ordinaire des confédérés, surtout qu'ils étaient un peu en déconfiture au lendemain de la guerre, il fallait bien les aider un peu. Donc on les a aidés. Alors je passe à ma deuxième et dernière période, sans préjudice de quelque chose que nous ne connaissons pas et qui est probablement très important. Parce qu'on ne peut pas dire que les institutions européennes ouvrent largement leurs archives. Il y a des gens comme ça de temps en temps qui y ont accès par chance, et puis il y a des bavards qui racontent ce qu'il y a dedans, mais c'est quand même rare. Et puis, vous ne serez pas étonnés, c'est jamais traduit en français, je vais vous parler de l'un d'entre eux, mais sinon, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Or, ce qui se passe, c'est que le poids de l'Allemagne est probablement très important, comme il a été d'ailleurs décisif. Je pense que vous le savez, comme il a été décisif dans la reconversion social-démocrate du mouvement des œillets, hein, puisque ça a coûté cher à l'Allemagne, et pas seulement aux États-Unis, que d'orienter le Portugal sur les routes occidentales qu'il n'aurait jamais dû quitter. Bien, c'est-à-dire qu'on entre avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'après-Deuxième Guerre mondiale dans la phase de l'américanisation triomphante. Américanisation triomphante, on ne sait pas distinguer de l'européanisation triomphante pour la bonne et simple raison qu'elles sont toutes deux organiquement liées. Alors c'est une question encore plus taboue que le reste, hein, parce que comme vous le savez, nous sommes à un niveau de ce que je pourrais appeler la Gleichschaltung, si on causait allemand, comme on disait à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le père de Nicolas Werth qui disait ça, la Gleichschaltung de la presse française et des moyens d'information français, c'est-à-dire la mise au pas nazie. Ben, nous, c'est plus la mise au pas nazie, c'est la mise au pas américaine depuis 1945, mais ça a une force et une puissance. Donc vous avez une idée d'ailleurs, à la lumière de la campagne qui a été déclenchée contre le livre fort intéressant de ce chouan ultra-réactionnaire Philippe de Villiers, qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », et bien franchement, je n'ai aucune sympathie pour le dit Philippe de Villiers, mais alors il a décidé de balancer, puis il est allé au canon de marine. Hein. Vous voyez comme quoi, dès qu'on veut bien sortir un peu d'archives, tout s'éclaire. Mais alors ça les a rendus dingos. Hein. Bon, c'est vous dire que c'est une question taboue, hyper taboue, super tabou, de telle sorte que ça aboutit au fait que des recherches extrêmement importantes, très avancées, très suffisantes, depuis les années 1970, ne sont pas connues du tout en France. Et vous savez comment on fait pour ce coup? On ne traduit pas. On traduit un tel qui nous fait des trucs sur la cour de Staline, le jeune Staline, tout ça, dans l'année qui suit. Hein. Mais les bons ouvrages, au bout de 40 ans, 50 ans, ne sont toujours pas traduits. Or, la recherche étrangère, notamment anglophone, américaine, puis britannique, je vais évoquer surtout la britannique, et même italienne, sur le syndicalisme a permis de connaître cette imprégnation américaine sur le syndicalisme français qui a contaminé tout le syndicalisme hors CGT, pendant longtemps hors CGT, et puis un beau jour pas hors CGT. Or, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans la polémique. Les États-Unis, je l'ai dit, sont le pays impérialiste le plus puissant. L'impérialisme le plus puissant, il n'aime pas le partage. C'est pas de quartier, on vous a fait croire que voilà, c'était parce que il était contrarié, que l'URSS bolchevique vienne embêter tout le monde, tout ça, viole la liberté, pas du tout. Hein, quand vous regardez le programme américain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est d'ailleurs le même que le programme américain de la Première. C'est on ne partage rien, on prend tout. Ça vous explique d'ailleurs qu'il ait voulu gober
tous les empires coloniaux des impérialismes rivaux, ce qu'il est d'ailleurs parvenu à faire, des éléments supplémentaires, évidemment, qu'il ne faut pas négliger, qui était bien entendu le mouvement national. Mais enfin, c'est tout pour moi et rien pour les autres. Hein. Tout ça pour vous dire que ce qu'ils ont fait à l'URSS, ils l'ont fait à l'Angleterre. Hein. C'était pas du tout simplement pour embêter Staline, c'est parce qu'ils voulaient l'Empire anglais aussi. Bon. Enfin, tout ça pour dire que la sphère syndicale, c'est une sphère essentielle. Parce qu'avec les années de crise et de guerre, la classe ouvrière était radicalisée dans une série de pays. Il faut même bien dire dans tous. Il faut savoir qu'il y a eu des ministres communistes au Danemark. Hein. Forcément, qui est-ce qui avait résisté pendant la guerre? Bon, tout ça, c'est tabou aussi. Hein. Monsieur Vievorka vous dit que les communistes surviennent dans la résistance, rien du tout, c'est juste les Américains qui nous ont libérés. Je vous recommande la lecture de mon prochain livre qui s'appelle La non-épuration, vous verrez, c'est tout faux. Bref, mais enfin, on n'a plus que ça. À la télé, même si on ne lit pas d'ailleurs, on n'a plus que ça. Entre les femmes tondues et la résistance, l'épuration sauvage, et les célébrations annuelles de la libération de la France par les troupes américaines, nous avons tout ce que nous devons savoir, tout le reste nous ne le devons pas savoir. Et pourtant, la sphère syndicale est une sphère essentielle, puisque qu'est-ce que vous faites si vous installez quelque part et puis que la classe ouvrière vous embête parce qu'elle se met en grève, elle ne veut pas faire plus de 40 heures, tout ça, c'est très ennuyeux. Et ben voilà, il n'y a qu'à céder. Alors comment on cède? Bon, déjà, on finançait depuis les années 40, le début des années 40, mais on a continué. Alors, je donne juste cette indication quand même. Tout ça a été bien préparé, admirablement préparé, et même annoncé par le congrès de l'automne 1944 de l'American Federation of Labour, qui avait déjà fourré son nez en Europe après la Première Guerre mondiale, parce que ça non plus on ne sait pas. Et figurez-vous qu'ils étaient tellement réactionnaires et tellement infâmes que même les plus réacs de l'aristocratie ouvrière européenne n'osaient pas trop afficher leur lien avec eux, parce que théoriquement tous ces gens étaient socialistes, et alors le socialisme pour Samuel Gompers, le chef de l'AFL, après la Première Guerre mondiale, enfin avant et après la Première Guerre mondiale, c'était vraiment Belzébuth incarné, donc ça rendait les choses un peu délicates. Heureusement, on s'était arrangé depuis, et il y avait des structures syndicales américaines qui pouvaient même convenir à nos théoriques socialistes des pays européens, la France comprise. Alors, à l'automne 1944, congrès de l'American Federation of Labour, qui n'avait pas tellement changé. Elle avait changé de dirigeant, mais était toujours pareil. Mais heureusement, il y avait un autre syndicat qui s'appelait le Committee of Industrial Organization, le CIO, vous savez, qui est devenu, en 1955, la FL-CIO, que de mauvais esprits, mais extrêmement lucides, appelait AFL-CIA. Mais extrêmement lucide, vous allez voir pourquoi et comment. Alors, c'était très simple. Ils font leur petit congrès, je suis obligé de dire les choses telles qu'elles sont, vous verrez, éventuellement d'ailleurs je donnerai des indications bibliographiques. C'est très simple, ces gens étaient purement et simplement des suppôts de l'appareil d'État américain. C'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les dirigeants de l'AFL était en relation directe avec le département d'État, l'OSS, son petit machin successeur entre deux, parce que théoriquement l'OSS a été supprimée à l'été 1945, et puis la CIA officiellement, elle a été créée en juillet 1947, mais nul ne peut croire que pendant 2 ans, ils sont restés sur service secret, bien entendu. Donc la continuité a été assurée. Alors, de quoi s'agissait-il? Alors, je vais vous donner juste un élément qui va vous permettre de comprendre tout de suite. Partout où les Américains s'installent, il y a un labor attaché, c'est-à-dire l'attaché aux questions du travail, du mouvement ouvrier. Et bien le labor attaché, évidemment, il travaille en relation directe avec un émissaire de l'AFL qu'on envoie dans toutes les ambassades, et je vais vous parler de celui, évidemment, dont on a entendu parler pendant des décennies. Alors au congrès de 1944, il se forge un truc qui s'appelle le Free, toujours free, hein, c'est toujours libre, Free Trade Union Committee, ce qui veut dire
le comité pour le syndicat libre. Or, c'est bien. Alors, c'est un tout petit truc qui n'a pas de sous théoriquement, ça n'a aucune importance, c'est le département d'État qui fournit les fonds. De quoi s'agit-il? Mais on sait tout, hein, maintenant, presque. Il s'agit d'abord de casser, enfin, je ne peux pas dire d'abord, c'est en même temps, casser le projet d'une fédération syndicale mondiale, projet qui s'est développé depuis la guerre et qui théoriquement doit consacrer sur le plan syndical mondial la belle alliance, la triple alliance, l'alliance alliée, patati, c'est-à-dire URSS, Grande-Bretagne, États-Unis, et il y a le CIO pour ça. Le CIO, ça a été très bien parce que c'était les plus gentils, les CIO, avec lesquels on peut discuter quand même. Donc, il fallait casser la FSN. Donc la FSN n'est pas encore constituée, qu'elle est déjà morte, vu que les Américains sont quand même nettement plus forts que les Russes et plus riches. Surtout en 1945. Bien. Et, autre élément, casser tout syndicalisme combatif en Europe. Vous imaginez bien que s'il faut investir en Europe et qu'il y a ces cochons d'ouvriers qui cassent les pieds tous les jours, c'est quand même très ennuyeux. Donc, comment ça se fait? Eh bien, d'abord c'est délicat au début, hein, parce que on peut négocier avec les Allemands depuis 1942 pour savoir comment on va retourner les fronts, mais c'est un peu délicat, c'est très délicat. Alors, la classe ouvrière, entre la crise et la guerre, en plus sur le continent européen, avec les pays presque tous occupés et pas du tout disposés à considérer que les Allemands sont les meilleurs et les amis du jour, ou de l'avenir, tout ça rend la chose un peu délicate. Alors comment on va faire? Il y a deux types de cibles. Il y a les pays rares où le mouvement communiste où les combatifs sont majoritaires. C'est le cas désormais, franchement, de la France, de l'Italie. Bon, la Grèce, c'est vite vu, parce que la Grèce, ils sont hyper majoritaires, mais entre les Anglais et les Américains, comme vous le savez, Churchill règle déjà ça à l'été 1944 dans le sang, et par conséquent, alors là, ça se fera au canon de marine et au camp de concentration en Grèce. Hein, parce que la Grèce, on en cause beaucoup, mais causons un peu de ce qui s'est passé depuis les années 40 en Grèce, hein, où les Allemands ont attendu gentiment les Anglais pour ne pas avoir à capituler devant les forces résistantes communistes majoritaires grecques. Bien, donc là, il fallait faire des scissions. Là, des vraies scissions, hein, parce que comme ils étaient majoritaires, il fallait trouver le moyen de gaver les minoritaires et de leur faire créer autre chose, qui est à l'origine de la seule scission de la CGT. Parce que la scission, je voulais vous en parler, la scission de 1939, c'est pas une scission. C'est les confédérés comptant sur la police et la justice pour virer les combatifs en prison d'ailleurs, hein, puisqu'ils sont théoriquement susceptibles de prison. Le décret du 26 septembre 1939 interdisant le Parti communiste et toutes ces organisations dites satellites. Bon, tout. Hein. Par conséquent, nous sommes là avec une situation telle que les minoritaires, on les recueillera, on leur donnera des sous pour fabriquer des organisations. On s'en fiche que les organisations soient faibles. L'important, c'est de casser le mouvement ouvrier. Ils ne veulent pas des syndicats forts, ils veulent des syndicats cassés. Bon, ça ira très bien. Et alors ça, c'est pour à peu près toute l'Europe. Hein, parce que, sauf les Italiens, les Français et les Grecs, traités comme on sait à partir de 1947, où les syndicalistes sont mis en prison, exécutés, voilà, toutes ces choses dont on ne parle pas non plus, c'est pas européen. Voilà, et comment on a fait? Vous me direz, il fallait trouver le moyen. On a utilisé l'inoxydable Fédération syndicale internationale, dont les secrétariats étaient, j'allais dire mourants, mais existaient, et à partir desquels on a préparé ce que j'appelle la marshalisation des pays de la sphère d'influence américaine. C'est eux qui appelaient les pays, c'est pas moi, hein,
Dans les archives américaines, on appelle les pays Marshall, à partir de 47-48, les pays Marshall. Voilà. Marshall Countries. Et alors, les pays Marshall, ben voilà, on leur fait avaler toutes les scissions nécessaires, mais dans des conditions qui sont ahurissantes et qui ne vont pas vous surprendre. Qu'est-ce qu'on a pris comme syndicalistes? Ben, les mêmes. Hein? Les mêmes. C'est-à-dire ceux qui avaient fricoté avec les Allemands, hein, à peu près tout l'appareil de Belin, hein, parce que Belin n'a pas épuré non plus d'ailleurs. Et puis ben, tout ça, ça s'est fait très bien. Alors sachez qu'on ne le dit pas en France, mais on a des historiens qui ont fait l'histoire de tout ça. Moi j'ai fait un peu, mais surtout, je vous recommande vivement, il faudrait qu'on trouve moyen de le traduire un de ces jours, les travaux de Karl Muth. Je vais même vous faire circuler son dernier livre. Bon, il a un peu de ton occidental, mais il est effrayant, absolument effrayant. C'est-à-dire que finalement, il vous donne le tarif des scissions de l'après-guerre. Combien de millions de dollars? C'en est une caricature, je vous assure. Heureusement, c'est très bien d'ailleurs qu'il soit même manifestement un peu anticommuniste, parce que ça aide. Ce serait autrement, on dirait non, il arrive n'importe quoi celui-là, mais pas du tout, pas du tout. Parce que il s'appuie sur des documents sérieux, il s'appuie sur l'émissaire en chef par chez nous, le fameux Irving Brown, le délégué du FTUC, dirigé par Jane Lovestone, qui avait un peu fricoté dans le communisme au début des années 20, puis qui, traité comme il fallait, était devenu d'un anticommunisme coupé au couteau. Alors, il est vrai que la concurrence est dure, mais enfin, dans le genre, il valait bien Doriot, et qui était purement et simplement, je dirais, un représentant syndical du département d'État. Voilà. Eh bien voilà. Alors, ça va jusqu'au 70. Mais je vous assure, ça ne va pas. D'ailleurs, quand on lit anglais, il faut, je dirais, presque surtout lire les notes. Parce que, vous savez, les Anglais, ils sont souvent un peu fauchetons. Ils disent tout, mais l'air de rien. Alors, lui, pour dire tout, l'air de rien, il a surtout collé les trucs dans les notes. Vous demandez si vous avez bien lu. Mais vous avez bien lu. Bien, tout ça pour dire que on a repris les pires, parce que c'est ça qu'on ne sait pas. Comment ont-ils fabriqué le syndicalisme ouest-allemand? Eh bien, avec tous ceux qui ne s'étaient pas battus contre Hitler, et même qui avaient fait des offres de service. Hein. Alors Hitler les avait refusés parce qu'il avait beaucoup de monde à caser. Mais s'il avait eu moins de monde à caser, il les aurait pris. Hein. Parce que vous savez que Noske, le chien sanglant, il a fait des offres. Hein. Ils ont presque tous fait des offres. Je vous le dis quand même, comme ça, juste pour qu'on n'ait pas besoin d'en parler plus, le Parti social-démocrate a quand même, au printemps 1933, évincé de son bureau, de sa direction, les membres juifs. Donc c'est tout ça, c'est pour vous dire que quand je dis que c'est des offres de service, vous voyez, c'est même pas la peine d'aller par individu. Hein. On voit ce qu'il en est. D'ailleurs fait il y a quelques années un article là-dessus pour montrer un peu comment le Parti social-démocrate s'était conduit. Non, parce que vous savez, dans les périodes unitaires ou dans les rêveries unitaires, on n'aime pas tellement l'histoire, de telle sorte qu'on dit le mouvement ouvrier a été réprimé par Hitler. Ah oui? Enfin, moyen, hein. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier communiste a été réprimé par Hitler. Hein. C'est même les militants communistes qui ont construit Dachau au printemps de 1933. Mais chez les social-démocrates, ça a été, il y avait des braves social-démocrates, c'est vrai, il y en a eu. Mais enfin, la répression a été essentiellement une répression anticommuniste, ce qu'on ignore, vous le savez aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il n'est plus qu'un élément qu'on prenne en compte, et pour ceux de ma génération qui non seulement ont vécu d'abord le lycée et puis ont enseigné en lycée, il est un peu surprenant de voir que la prise en compte de la persécution des Juifs qui existait à peine dans les manuels
est devenue la seule, alors que par exemple la dimension anticommuniste et la dimension de l'extermination du peuple des Slaves, et notamment du peuple russe, juif ou pas juif, est un élément considérable de la répression hitlérienne qui a complètement disparu du champ. Nul ne peut me soupçonner du moindre antisémitisme, mais tout simplement du souci, comme Novick, qui est d'ailleurs pas moins juif que moi, l'a fait pour analyser la question de la persécution, de la destruction des Juifs aux États-Unis, et qui a montré à quel point il y avait eu une conception utilitariste et très fonction de la conjoncture internationale américaine du traitement de la question. Tout ceci pour vous dire que nous avons aujourd'hui le moyen de montrer dans la formation nécessaire, dont finalement nous avons aussi parlé ce matin, nous avons le moyen de montrer à ceux qui sont un peu, bien sûr, à l'abandon, qui sont très mécontents, mais qui ignorent que leur situation est si proche de la situation de ceux qui ont souffert des précédentes crises, que la situation est la même et que les solutions pour en sortir sont les mêmes, c'est-à-dire, évidemment, les luttes sociales, la connaissance des choses que le patronat, lui, connaît, mais qu'il interdit aux dominés de connaître, parce que cette longue histoire de dépendance d'une fraction du mouvement ouvrier, qui est aujourd'hui tabou, qui est laissée dans l'ombre, elle éclaire quand même des surgissements curieux, et notamment le fait qu'il puisse exister de théoriques militants responsables de la CGT, responsables qui plus est de la formation historique, civique, antifasciste de la CGT, qui puisse tout d'un coup se déchaîner contre les gilets jaunes, contre tel intellectuel, contre une intellectuelle, mon Dieu, qui n'a jamais porté atteinte à l'honneur de la CGT, mais qui a le sentiment de l'avoir quand même honnêtement servi sur le plan scientifique, historique et politique. Comment des gens comme Pascal Debay peuvent se trouver aujourd'hui à la tête de la CGT et pressenti, malgré, je dirais, un travail de conviction scientifique, enfin on dirait un travail de conviction scientifique qui n'est connu de personne, c'est un travail qui n'existe pas, mais malgré un travail de conviction scientifique, comment ce Debay, véritable faussaire, chargé de la formation civique antifasciste, non seulement de la CGT, mais de tout VISA, c'est-à-dire de tous les syndicats présumés progressistes, y compris la CFDT, qui à mon avis d'ailleurs n'a jamais mis les pieds à une initiative de VISA. Comment Pascal Debay peut se trouver non seulement à la tête générale de la CGT, mais un des favoris, semble-t-il, de la Confédération européenne des syndicats pour le prochain bureau confédéral. Ayons bien en tête que cette CES, c'est celle qui succède directement à la CISL, parce que j'ai oublié de vous dire comment c'est appelé, mais tout le monde le sait quand même, la Confédération internationale des syndicats libres, bien sûr, toujours libres, qui en 1949 a abouti officiellement à la casse de la Fédération syndicale mondiale, laquelle Fédération syndicale mondiale avait été tuée dans l'œuf pratiquement depuis sa naissance à l'automne 1945, avec la complicité d'une partie de ses membres, comment vous le savez. La CGT l'a quitté, puisque la CGT a été... La tâche a été plus difficile, évidemment, que pour tous les autres syndicats. La CGT a été l'objectif, la cible et la victime de ses efforts. Et au bout de quelques décennies d'abandon, de liquidation du mouvement ouvrier de défense
des salariés en France, c'est-à-dire grosso modo de fin du Parti communiste et de forte dégradation de la CGT, des efforts qui n'avaient pas abouti, ont abouti entre les années 90 et les années 2000. Et voilà pourquoi nous sommes où nous sommes. Et voilà pourquoi il est indispensable, surtout avec le risque actuel de découragement, de sentiment d'être devant un mur infranchissable, pourquoi il est indispensable de faire de l'histoire. Les crises systémiques du capitalisme ont conduit à des situations aussi bloquées qu'aujourd'hui, et je dirais que nous avons l'avantage dans la situation d'aujourd'hui que le blocage du capitalisme soit un blocage bien plus grave qu'il n'était en 1873, infiniment plus grave qu'il n'était en 1929. Cette crise-là, c'est une crise au terme de laquelle, très certainement, la baisse du taux de profit, la baisse globale du taux de profit, je ne parle pas de ceux qui tuent tout le monde pour avoir des profits explosifs au CAC 40, mais comment on est à un stade du capitalisme qui est grosso modo le stade de la mort historique du capitalisme. Ça a un siècle de retard par rapport à ce qu'avait annoncé Lénine dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, mais c'est quand même le stade suprême du capitalisme. Et cette crise est plus grave que les deux crises précédentes. Elle n'est pas finie, elle s'approfondit tous les jours. Dans une conjoncture de crise de ce type, on a avantage à accorder la plus grande priorité à ces questions de formation et de culture historique qui ont toujours caractérisé les périodes de grande activité et de grande qualité du mouvement ouvrier français.